Pour rappel, je suis en direct avec Témir Porras. Témir Porras, est-ce que vous m'entendez? Je vous entends parfaitement. Super, bonsoir. Merci de cette invitation. Merci à vous. Je rappelle, vous êtes ancien vice-ministre des Affaires étrangères de la République bolivarienne du Venezuela et ancien directeur de cabinet de Nicolás Maduro. Vous avez quitté ce gouvernement en 2013. Si on parle de l'agression des États-Unis, est-ce que vous l'avez vu venir, ce kidnapping américain, ou est-ce que c'était vraiment une surprise pour vous? Non, l'agression des États-Unis au Venezuela n'a pas été une surprise. Après, effectivement, pourquoi le 3 janvier ou la manière dont ça s'est passé, et il faut rappeler tout de même que, ne serait-ce que dans cette dernière séquence, le gouvernement des États-Unis et l'administration de Trump avaient mobilisé une force militaire disproportionnée sous prétexte qu'il y avait des problèmes de trafic de drogue au Venezuela, au passage en bombardant des bateaux de petite taille, sans apporter même la preuve d'ailleurs que c'était dans les Caraïbes ou même au Venezuela. Enfin, vous envoyez juste des images de bateaux se faisant bombarder et des gens se faire assassiner. Et donc, cette mobilisation qui incluait d'ailleurs l'un des plus gros porte-avions des très nombreuses, comment dirais-je, capacités logistiques de l'armée américaine, 15 000 hommes, je ne crois pas qu'on puisse dire que c'était une surprise. Néanmoins, je crois que c'est jusqu'au dernier moment et pas uniquement au Venezuela ou à Caracas ou dans les sphères du pouvoir du Venezuela. Il a toujours été l'option d'éviter ce conflit et d'éviter cette intervention a toujours été privilégiée. La recherche de voies de dialogue, de négociation, de concession, mais finalement la décision a été prise aux États-Unis et puis évidemment la violation de la souveraineté vénézuélienne, le bombardement de la capitale. Il faut le rappeler, on parle souvent avec des adjectifs qui ont tendance à diminuer. Évidemment, c'est beaucoup plus facile de commenter depuis Paris ou depuis, je ne sais pas, un autre endroit, une opération militaire, mais des bombes sont tombées sur une capitale où des civils sont morts. Il y a effectivement, cette intervention et cette invasion a duré un peu plus de 2 heures, mais en 2 heures, 80 personnes ont été tuées, civils et militaires. Des bombes ont été lâchées sur des infrastructures électriques, des infrastructures de télécommunications. Il y a au centre de Caracas un aéroport qui sert très peu d'ailleurs, qui sert maintenant plutôt de parc pour aller faire du jogging, qui a été bombardé, c'est entouré de maisons. Enfin, c'est une intervention américaine une intervention militaire par la plus grosse puissance militaire du monde contre un pays, une nouvelle fois, qui est accusé de choses diverses et variées, mais qui n'a en tout cas jamais agressé les États-Unis ni un quelconque autre pays. Une nouvelle fois, c'est choquant, c'est scandaleux, mais c'est malheureusement pas surprenant. On va revenir plus en détail sur cette agression et le contexte un petit peu. Avant ça, j'aimerais qu'on parle de la réaction d'Emmanuel Macron. Sa première réaction a été assez critiquée parce qu'elle s'est faite en deux temps. Je vais vous lire une partie du message qu'il a posté sur son compte X samedi soir. Le peuple vénézuélien est aujourd'hui débarrassé de la dictature de Nicolás Maduro et ne peut que s'en réjouir. Du coup, à aucun moment, le président français n'évoque l'intervention militaire des États-Unis en dehors du cadre international, je dois le rappeler. Emmanuel Macron a condamné cette attaque, mais plusieurs jours après, il a condamné surtout la méthode employée, je le cite. Qu'est-ce que ça dit, selon vous, cette première réaction à chaud d'Emmanuel Macron? Écoutez, je ne voudrais pas être péché par un excès de diplomatie, mais je vais vous dire une réaction en deux temps. Moi, contrairement au président Macron, je n'ai pas l'habitude justement de m'immiscer dans la politique des autres pays. Je reste, j'aime beaucoup hein, la France, je m'intéresse à sa politique, mais je n'ai pas l'habitude de distribuer ci et là les recettes pour trouver les solutions. C'est au peuple français de trouver ses propres solutions, etc. L'une des premières, donc ma première réaction, mais ce n'est pas uniquement dans cette déclaration,
ni ce n'est pas uniquement le monopole d'Emmanuel Macron ou du président français, c'est une habitude fâcheuse du leadership européen, en tout cas, si on se concentre sur l'Europe, qui est d'un côté de distribuer de par le monde des félicitations ou des recommandations ou des condamnations qui sont souvent voilà qui s'accommodent d'intérêts politiques ou économiques. Et donc ce côté prescriptif est très énervant. En fait, j'imagine que vous le savez, mais si je l'apprends à quelqu'un, quand on est en Amérique latine, se faire donner des leçons comme ça depuis Paris, Londres, New York, c'est extrêmement énervant. Et d'un autre côté, évidemment, je pense que ça dit le moment dans lequel on vit. C'est-à-dire, d'un côté, les doubles standards. Bon, nous, dans un pays du Sud, nous y sommes habitués. Qu'est-ce que je veux dire par là? Du côté, on passera des mois et des mois à se frapper la poitrine pour le sort du peuple ukrainien et condamner donc la violation du droit international et se remplir la bouche de droit international parce que la Russie a agressé l'Ukraine. Et bon, avant le Venezuela, on constate que cette formule ou que ce cadre de pensée n'est pas du tout appliqué au génocide en Palestine par Israël, que d'ailleurs les auteurs des crimes sont souvent pas nommés même. Il y a toujours des références un peu vagues, etc., aux violences, aux événements. Je suppose qu'il y a ce type de formule aussi dans le communiqué du président. Et par contre, justement, une prudence, un langage soyeux pour soigner finalement sa relation avec les États-Unis quand, indépendamment des circonstances internes, de l'échelle, etc., le fait est que une armée qui pénètre le territoire d'un autre pays avec des forces armées, lâche des bombes, tue des civils et des soldats et en plus kidnappe le chef d'État, ça s'appelle une invasion et ça s'appelle bon, après il y a des gens qui peuvent être d'accord avec une invasion, mais il faut qu'ils les assument du moins qu'ils sont d'accord avec une violation du droit international. Et au moins ils auront le bénéfice de la franchise. Donc voilà, je pense que ça en dit long et je dirais peut-être une chose de plus, parce qu'évidemment il y a question de la soumission face aux États-Unis qui est bon, qui n'est pas nouvelle non plus. Je pense qu'il y a dans les affaires internationales une conception un peu étrange, parfois des leaders européens, qui se disent les alliés des États-Unis. Je pense que dans ce type de relations comme celle qu'a l'Europe avec les États-Unis, c'est surtout les Européens qui veulent bien se concevoir comme alliés des États-Unis, et les États-Unis, au gré des circonstances, peuvent considérer bon, les empires n'ont pas d'alliés finalement. Hein. Les empires ont soit des sujets, soit des ennemis. Et ils ont que des intérêts, ils poursuivent des intérêts. Et puis, s'il faut se débarrasser de tel ou tel, comme on peut voir par exemple avec le Groenland On actuellement va en et la parler, ouais. rhétorique de Trump sur le Groenland. Donc Ouais. voilà, je ne toucherai pas ce sujet-là, mais je voudrais sur le sujet donc des doubles standards simplement dire qu'il y a en plus dans cette période une composante de peur personnelle, mais vraiment de crainte personnelle, parce que cette administration américaine a démontré qu'elle peut donner le traitement à des Européens qu'elle réserve d'habitude à des pays qu'ils considèrent inférieurs, donc des pays du Sud global, etc., comme le Venezuela. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous avez un comportement jugé déviant, etc., vous ferez l'objet de sanctions américaines qui s'appliquent habituellement à des Africains, à des Latino-Américains, à des gens au Moyen-Orient, en Asie, mais rarement à des pays d'Europe. Et on a vu, je ne reviendrai pas sur les débats, etc., peu importe qui en a été l'objet, mais on voit que cette administration américaine est disposée à imposer des sanctions aussi, quand même mentionnées, à des juges de la Cour pénale internationale, à la rapporteuse de l'ONU, de nationalité italienne, Francesca Albanese. Et les sanctions des États-Unis, les sanctions de l'OFAC, on en parle comme ça, non seulement elles empêchent les sanctionnés de visiter les États-Unis, mais leur aspect financier
leur empêche même d'avoir un compte bancaire. Donc vous imaginez, dans le monde actuel, vous avez une vie économique normale dans un pays stable et vous êtes complètement coupé tout à coup de toute possibilité d'exercer votre métier, d'envoyer de l'argent à vos enfants, etc. C'est la mort économique qui vous attend par les sanctions. Et je pense sincèrement que des dirigeants européens aujourd'hui considèrent qu'ils peuvent être punis et qu'ils ont peur et qu'ils du coup voilà ils prennent des décisions qui sont influencées d'une certaine manière par le risque personnel qu'ils encouraient de contester les actions des États-Unis. Alors justement, Témir Porras, pendant qu'on parle de la position européenne, j'aimerais bien vous faire écouter quelques petits extraits. La réaction d'Emmanuel Macron a été jugée timide, on l'a dit, et elle reflète quand même assez bien la position européenne, ça aussi on l'a dit. Hier, notre journaliste Andrei Manivitz s'est entretenu avec le chercheur spécialiste du Venezuela, Thomas Passado. Il a vivement critiqué l'attitude des Européens face à ce kidnapping. On l'écoute tout de suite. Ça fait quelques mois maintenant que Trump balance des sortes de menaces, voire des envies de vouloir récupérer ce territoire. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il en est capable? Est-ce que l'Union européenne pourrait s'exprimera par rapport à ça? Mais je sais, j'attends les réactions fermes de l'Union européenne. Enfin, je les attends toujours sur l'intervention contre Nicolas Maduro. Hein. Je les ai pas vus. Il y a Kaja Kallas, la haute représentante pour les politiques étrangères, qui a utilisé le droit international. L'Espagne, qui a condamné de manière un peu plus ferme. À l'inverse, Giorgia Meloni et Emmanuel Macron, qui ont été particulièrement serviles à l'égard de Donald Trump. Mais face à une puissance états-unienne qui montre aucune limite, je n'ai pas confiance pour l'instant dans ces exécutifs-là pour mener une résistance, mais cette résistance serait nécessaire. Que les peuples s'expriment aussi, qu'il y a besoin d'une résistance implacable et la plus dure possible, parce que Donald Trump ne connaît que ça. Hein. Je lisais des articles sur le sujet où il y aurait peut-être des deals où l'Union européenne ferme les yeux sur le Venezuela et en espérant s'attirer les bonnes grâces de Donald Trump sur l'Ukraine. Mais on sait que c'est des deals perdants avec Donald Trump. Donald Trump se fiche qu'on a été gentil avec lui sur un sujet. Sur ce même sujet, nos confrères ont interrogé à l'Assemblée nationale Pierre-Alexandre Anglade, président de la Commission des Affaires européennes. Lui affirme au contraire que les Européens font preuve de fermeté, mais devraient en faire quand même un peu plus, notamment sur le dossier du Groenland, un territoire convoité par les États-Unis. Il y a aujourd'hui la menace de notre principal partenaire historiquement, qui sont les États-Unis d'Amérique, sur le Groenland. Moi, je pense qu'il faut réaffirmer de manière extrêmement claire que le Groenland n'est pas à prendre et n'est pas à vendre, et que ce territoire est européen, que le Groenland est constitutif du royaume du Danemark, lui-même faisant partie de l'Union européenne, et les Européens, au lieu de faire des communiqués qui sont certainement très utiles, devraient se rendre physiquement sur place pour marquer le soutien et la solidarité de l'ensemble des 27 et de nos partenaires britanniques peut-être sur place pour marquer la solidarité avec le Groenland et dire à Donald Trump que le Groenland n'est pas un territoire américain. Alors, on a commencé à parler, à évoquer cette position européenne, mais voilà, au regard de ce qu'on vient d'écouter, qu'est-ce que vous en pensez, vous, Témir Porras? Je pense une nouvelle fois que le risque est croissant dans des régions, l'Europe, qui n'étaient pas habituées en fait à être traitées. Je suis désolé, mais comme nous, pays du tiers-monde, par la puissance hégémonique. Le fait d'opposer, et peut-être l'exemple vénézuélien peut illustrer ce que je veux dire, dans la mesure où, certes, il a fallu la puissance militaire des États-Unis pour, d'une certaine manière, décapiter en kidnappant le président Nicolas Maduro. Donc il a fallu qu'ils y aillent militairement pour que finalement le Venezuela, d'une certaine manière, se voit contraint de suivre les orientations décidées par les États-Unis. Mais on a vu aussi qu'immédiatement après l'intervention,
c'est la même administration américaine qui a pris acte, d'une certaine manière, qu'il n'y avait que les autorités du chavisme à l'intérieur de Caracas qui étaient capables d'assurer la stabilité du pays. Et immédiatement après l'intervention militaire, cette dame, Maria Corina Machado, qui avait, malgré avoir appelé à l'intervention militaire sur son pays, reçu le prix Nobel de la paix, et qui se voyait désignée comme la présidente instaurée par les États-Unis, elle a été mise de côté, tout simplement parce que jugée incapable d'assurer la stabilité du pays. Cela veut dire que d'une certaine manière, un empire, les États-Unis de Donald Trump ne respectent que la force, finalement, ne respectent que des acteurs entre lesquels ils peuvent aller. Il faut avoir le courage, finalement, de courir le risque de se soumettre ou de subir les foudres des États-Unis, mais ils ne respectent que des acteurs qui, finalement, ont une colonne vertébrale, ont une capacité politique, ont une capacité d'organisation, sont respectés dans leur pays, ont les capacités de gouverner. Et ce n'est pas, effectivement, en faisant des gestes, en couvrant l'échine, d'une certaine manière, comme l'a fait Mme Machado avec Trump, et puis s'est retrouvée marginalisée dans les plans de Trump au Venezuela. Ce n'est pas en faisant ça qu'on réussira en Europe finalement d'empêcher Donald Trump d'avancer et d'obtenir ses objectifs politiques, quitte d'ailleurs, une nouvelle fois, à violer le droit international de la même manière que la Russie. Qui d'ailleurs, pardon, je finis avec cette idée. Oui, Témir Porras, j'aimerais bien qu'on bascule sur un autre volet, il ne nous reste plus beaucoup de temps. J'aimerais revenir avant sur les accusations de conspiration narco-terroriste à l'encontre du président Nicolás Maduro. Et donc en gros, voilà, c'est pour ça que les États-Unis sont intervenus, ont mené ce kidnapping. Ils risquent la prison à perpétuité. L'implication réelle de l'État vénézuélien dans ce trafic de drogue à destination des États-Unis est bien évidemment très discutée. Quel regard vous portez sur ces accusations ? Oui, c'est une fabrication. Une nouvelle fois, on peut reprocher à Nicolás Maduro. Il y a suffisamment de choses à reprocher à Nicolás Maduro pour ne pas venir inventer que le président d'un pays qui produit 1 million de barils de pétrole par jour et a 300 milliards de barils de pétrole de réserve, je ne sais pas pour quelle raison décider de s'engager dans son temps libre dans le trafic de drogue. Cela n'a aucun sens. Le fait qu'on ait imaginé... Regardez un exemple concret. On a dit pour cela qu'il était à la tête d'un cartel. Donc, qui sont les membres du cartel, finalement? Ce même cartel qui a été désigné, ce cartel... fantaisiste, le cartel de los Soles. Immédiatement après sa capture, qui avait été désignée comme une organisation narco-terroriste par les États-Unis, cette désignation a été laissée de côté. Et il n'y a plus d'accusation sur le cartel de los Soles. Pourquoi? Parce qu'il faudrait qu'il y ait des complices. Je ne sais pas, un cartel n'est pas fait juste du président et de sa femme. Et c'est donc l'entourage ou l'État vénézuélien qui reste aux commandes. Donc, on ne peut pas en même temps leur demander de gouverner le pays et continuer à les accuser de trafic de drogue. Ceci est une énième variante du lawfare et de la criminalisation des adversaires politiques de gauche en Amérique latine, qui est une vieille tactique de la droite et qui a connu un regain depuis Alvaro Uribe en Colombie dans les années 2002-2003 et qui aujourd'hui, effectivement, a une variante instrumentalisée par l'administration Trump. Ouais, vous, tout au long de votre carrière politique, vous avez quand même eu des rôles au sein des administrations et des gouvernements du Venezuela. Pourquoi est-ce que vous avez pris votre distance avec Maduro ? Ça s'appelle des désaccords. Et vous savez, en politique, prendre ses distances est un euphémisme. Il arrive un moment, il était président au début de son mandat. J'avais des positions, ces positions ne lui ont pas plu, et du coup, j'ai été démis de mes fonctions. Donc, c'est assez simple. Non, j'avais à ce moment-là des désaccords sur la politique économique du Venezuela. Enfin, c'était des accords qui restent dans le cadre de la politique normale. Enfin, on prend, comme on dit en France, ses responsabilités et on accompagne ou on n'accompagne pas
un gouvernement en fonction du rôle qu'on peut avoir et si ce rôle est cohérent d'une certaine manière avec les idées qu'on veut défendre. Mais bon, c'était des accords sur des options de politique économique, n'a rien à voir sur une condamnation ou des questions philosophiques. Donc je me suis éloigné à ce moment-là et puis j'ai fait ma vie, j'ai fait des cours à Sciences Po, j'ai été professeur, etc. Enfin, j'ai fait autre chose. Cela étant dit, une nouvelle fois, je n'ai jamais renié de mon allégeance, d'une certaine manière, au chavisme comme courant politique. J'étais très fier de servir le président Hugo Chavez et comme vice-ministre du ministre des Affaires étrangères Nicolas Maduro, parce que c'était essentiellement dans ce cadre que j'ai travaillé avec lui, avant qu'il ne soit président. Et évidemment, je suis très, très affecté par le sort de mon pays avant tout. Et je reste finalement un patriote vénézuélien. C'est le patriotisme latino-américain, hein, qui n'est pas du tout xénophobe, qui est généreux, etc. Et je vois triste, je suis très attristé et révolté du fait que mon pays se voit dans la situation dans laquelle il se trouve, du fait exclusivement de la décision des États-Unis de l'attaquer et de le mettre sous pression, finalement uniquement pour s'approprier de son pétrole. Mais comme on a vu, les choses ne sont si simples que ça dans des pays où les peuples, les gouvernements, les courants politiques ont une colonne vertébrale, sont obligés de faire face à la situation actuelle, mais ne se soumettent pas par avance ou volontairement à la volonté de l'hégémon qui veut les dominer. Et si on évoque le sort du Venezuela, il y a une présidente par intérim qui a été propulsée à la tête du pays là, depuis quelques jours. Elle s'appelle Delcy Rodriguez. C'est l'une des figures de proue du régime chaviste. Elle s'est dit prête à coopérer avec les États-Unis, selon Donald Trump. Comment est-ce que vous voyez l'avenir au Venezuela ? Écoutez, curieusement, une nouvelle fois, c'est la constitution vénézuélienne qui dit qu'en l'absence du président de la République, c'est la vice-présidente, ou en l'occurrence la vice-présidente, puisque c'est une femme, qui devient présidente par intérim. Curieusement, ce détail a été peu remarqué. Elle n'est que présidente par intérim, et donc, selon le droit constitutionnel vénézuélien, le président le président de la République bolivarienne du Venezuela continue à être Nicolas Maduro, et c'est ce qui donne finalement pied à la demande de ce même gouvernement que le président soit libéré. Et je pense que cette situation décrit à la fois que c'est un gouvernement et un État sous contrainte. Je voudrais rappeler, cette situation, elle se rapproche davantage, même si politiquement ça n'a rien à voir, mais elle se rapproche davantage d'une situation comme celle de l'après-guerre, où vous avez une armée d'occupation, en réalité, qui est à vos portes, qui vous entoure finalement, même si il n'y a pas d'occupation militaire telle quelle, parce que c'est quelque chose de très dangereux pour l'armée américaine d'aller, on a le souvenir, l'Irak, la Libye, etc. C'est très dangereux pour les Américains de venir et occuper le territoire, mais il y a la menace toujours d'attaquer, c'est un pays encerclé, et donc la présidente Delcy Rodriguez est un peu dans cette situation un peu hybride, dans laquelle elle préserve l'intégrité de la nation, elle assure la continuité des institutions, elle assure d'une certaine manière la paix et la stabilité, ce qui est quand même un objectif important dans un pays qui vient de se faire bombarder. Mais en même temps, sur les choix de politique économique, sur les choix de gouvernance, elle va devoir composer. Que peut-on d'autre lui demander quand on a des porte-avions aux portes? Certes, la décision de chercher le conflit pourrait être théoriquement à sa disposition, mais cela ne déclencherait que de nouvelles attaques sur le Venezuela sans bien savoir effectivement quels effets ça pourrait avoir sur la population. Donc je pense que cette position un peu de prudence, évidemment, est conditionnée. C'est un deal qu'elle signe avec un pistolet sur la tempe. Et donc du coup, je trouve une nouvelle fois qu'elle est dans une position à la fois délicate et à la fois courageuse.
Merci Témir Porras pour vos précieuses analyses.